Bonjour à tous, bienvenue sur ma chaîne, je suis Coloriel, très heureuse de vous retrouver aujourd'hui et de pouvoir partager avec vous mon expérience puisque j'ai choisi ce mois-ci de travailler dans une ferme ostréicole. Comment ça s'est mis en place? Eh bien très simplement, j'avais depuis 2 ans seulement pu reprendre mon activité de thérapeute, d'hypnothérapeute et lithothérapeute. Et comme certains le savent, quand je travaillais sur Paris avec Doctolib depuis 2020 jusqu'à 2022, j'avais pas mal de monde déjà en l'espace de 2 ans. J'avais une dizaine de personnes par mois, ce qui m'amenait le complément suffisant pour me débrouiller. Et lorsque je suis arrivée au bord de l'océan, que j'ai déménagé en septembre 2022, eh bien j'ai entamé de gros travaux dans ma maison pour rénover toute ma maison moi-même pendant 2 ans et demi. Et je n'ai pu reprendre mon activité de thérapeute à domicile dans un premier temps, même si j'adorerais pouvoir séparer mon cabinet de mon domicile pour séparer un peu les énergies, parce que quand j'ai des gens, eh bien je prends ce qui n'est pas adapté, ce qui peut être lourd, ce qui peut être pénible et qui leur pèse, je le prends sur moi et je leur donne en contrepartie ma belle énergie et ma lumière pour quelque temps durant les alléger et leur donner la possibilité de s'attribuer eux-mêmes leur propre lumière à la suite. C'est un peu ça l'énergétique. Du coup, en séparant cabinet et domicile, j'aurais pas besoin de nettoyer comme ça à chaque fois, mais bon, on verra. En tout cas, j'avais repris les consultations en 2024. Et du coup, ça fait même pas 2 ans que j'ai repris les consultations à mon domicile. Et j'ai à peu près une personne par semaine, pas tous les mois. Et l'année passée, la première année en 2024, j'avais une personne par mois. Et au départ, des personnes qui me connaissaient et qui me faisaient confiance. Et puis petit à petit, le bouche à oreille, certains m'ont envoyé du monde, se sentant beaucoup mieux dans la mise en place de plus de calme, de plus de réceptivité, de plus de sérénité, et puis le dépassement de leurs troubles, de leurs phobies, de leurs addictions, de leurs mauvaises habitudes, ou au contraire, mauvais sommeil, grande peur, crise de panique lors d'un choc de vie, changement de vie. Toutes ces choses-là, je peux répondre, et effectivement, ça prend du temps. Pourquoi? Parce que je fais des thérapies courtes, ce qui est un choix pas du tout marketing. En tout cas, ça me dessert énormément. Je vois les gens une fois ou deux et je ne les vois plus. Du coup, ça demande un énorme turnover de personnes, ce qui, ici, l'hiver est compliqué. Vu que c'est une toute petite ville, nous sommes 6500 habitants là où j'habite l'hiver. 2 maisons sur 3 sont fermées. Et l'été, il y a 40 000 personnes environ. C'est une station balnéaire, donc c'est déjà très cyclique. Et puis cette histoire donc de cabinet à domicile est une question financière. Je n'avais pas les moyens de séparer ces activités. Or, le développement ici est très très long parce que les gens d'abord ne m'attendent pas, ne me font pas forcément confiance. Ils se disent c'est une personne parmi d'autres. Il y en a beaucoup qui se sont installés sur la ville la plus proche qui est Royan. Je crois qu'il y a une quinzaine d'hypnothérapeutes. C'est énorme, alors qu'il y a 10 ans, il y en avait 2. Et là où j'habite, on est 2, je crois, à le faire, ce qui est plus raisonnable. Néanmoins, pourquoi moi plutôt qu'un autre ou qu'une autre? Eh bien, j'ai envie de dire parce que justement, je ne force pas les 10 séances, parce que je vais leur dire, je ne peux pas vous prendre en charge lorsque la personne vient pour faire plaisir à quelqu'un d'autre, ou vient parce que fumer, c'est désagréable et que ça raccourcit la vie et que ça coûte de l'argent. Et je vais lui dire, mauvaise réponse, je ne peux pas vous faire une séance si vous n'êtes pas convaincu que c'est le moment pour vous d'arrêter de fumer. Et parfois, je vais dire aux personnes qui ne sont pas mûres pour la séance, et du coup
On échange, on discute et je leur laisse ma carte et je leur dis revenez me voir quand vous serez prêts, puisque c'est énergétique. Je suis en plus magnétiseuse, donc j'ai la capacité de barrer le feu et d'apporter en énergétique un soulagement immédiat parfois sur un blocage qui s'illustre dans le corps, mais qui est d'origine psychologique, euh, de départ, quelque chose de traumatique ou de difficile. Et donc, je m'aperçois que séparer ces activités, ce sera un souhait, mais ça ne se fera pas tout de suite. Et pour faire cette économie, j'ai des personnes à domicile. Et finalement, sur la fin de l'automne, j'ai de moins en moins de personnes. Donc quand je décide d'aller travailler dans cette ferme ostréicole, j'en entends parler par un ami et voisin qui me dit il y a une ferme qui embauche beaucoup de monde sur décembre parce qu'ils font des bourriches de Noël et puis leur commande habituelle, il y a un développement important à l'export, etc. Et ils ont toujours besoin de monde, je le sais. Si tu veux, je te donne les coordonnées, contacte la personne. J'appelle ça un cadeau de la vie, je contacte. Et effectivement, il me dit, tu sais, peut-être qu'elle ne va pas répondre tout de suite parce qu'elle a énormément de travail, etc. Mais ne t'inquiète pas, tu auras une réponse. Et puis effectivement, je suis prise, embauchée rapidement quand j'y fais un saut quelques semaines plus tard. Et puis je vais travailler à la table, je vais mettre en bourriche des bourriches de 8 kilos, des bourriches de 15 kilos, avec du papier rouge, avec du papier vert, du papier de soie, avec du papier argenté lorsque c'est de l'excellence ou quand c'est de la spéciale en rouge, etc. Et puis si c'est pour un écaillé, si c'est pour un supermarché, si c'est pour un nouveau client, etc., il y a aussi ces petites attentions spécifiques. Donc on vérifie que toutes les huîtres sont belles, et qu'elles ont la forme adéquate. Et puis aussi, il y a cette vérification qu'elles sont pleines. Donc ça, c'est le plus dur, apprendre à repérer une coquille, c'est-à-dire une huître qui est morte, qui est ouverte, ou vide même parfois, et qui sonne creux. Donc on les tapote comme ça, un peu comme des joueurs de xylo ou de marimba, c'est assez beau. Le geste n'est pas évident à faire, mais ça vient. Et puis aussi, je croise des personnes incroyables. Et là, c'est là-dessus que j'ai envie d'en parler. Ces portraits de femmes, puisque j'ai moins ou peu discuté avec les hommes qui travaillent plutôt en extérieur, amènent les bourriches, les mettent sur le tapis roulant qui nous je dirais, déverse des monceaux, des montagnes d'huîtres sur la table pour les personnes comme moi qui les mettent en bourriche. Donc il y a quelques hommes, je dirais 4-5 hommes qui sont sur l'extérieur que je vois moins, mais certains sont en contact avec nous direct lorsqu'il nous manque des huîtres ou lorsqu'on en a trop. Donc on discute avec quelques-uns, mais peu. Il y a peu d'interactions, à part avec celui qui gère cette partie-là. Et sinon, ce sont des femmes. Eh bien oui, ce sont des femmes qui font la mise en bourriche, qui trient, etc. et qui nettoient aussi avec une sorte de petite couteau, serpette. Hop, pardon. J'entends mon riz qui se sauve. Je l'éteins pour le moment. Désolée. En même temps, il y avait cette cuisson et clac, clac, clac. Hop. Et donc, décidément. Pardon. Donc, je m'aperçois que il y a peu d'échanges avec certains et plus avec d'autres. Et je découvre l'équipe dans laquelle je suis, l'équipe dont je fais partie. Et je découvre des personnes incroyables. Pour beaucoup, quasiment toutes, des personnalités, des caractères bien trempés, des femmes courageuses, des femmes endurantes, des femmes qui parfois ont commencé très jeunes, très tôt, pour d'autres, des jeunes qui ont déjà travaillé dans le bâtiment, fait des trucs incroyables aussi avant. J'en croise une particulièrement qui me marque,
dans les anciennes qui sont en binôme avec les nouvelles pour nous apprendre, nous former, je m'aperçois qu'elle fait la saison des huîtres en décembre dans cette ferme et puis qu'elle fait aussi dans les marchands de jeunes plants, pas les pépinières, mais là où on achète nos plants de tomates, de courgettes, de poivrons, etc. Les maraîchers, si vous voulez, qu'elle fait aussi cette saison-là, en février, et que c'est dans des serres ou à l'extérieur, que c'est pas évident, mais à la limite, elle a l'habitude, et qu'elle met les tuteurs sur les plantes ou qu'elle attache autour des tuteurs avec des petits colliers, enfin bref, qu'elle fait ce genre de choses sur le mois de février ailleurs. Et que et j'ai d'un coup une bouffée d'admiration pour cette personne adorable par ailleurs. Il y a aussi certains caractères très attachants. L'une d'entre elles est très communicante, très active, très enjouée, très dynamique, très drôle. D'autres sont plus timides à découvrir d'une autre façon. La Benjamine, par exemple, très très attachante, très touchante, plus réservée. Et puis il y a les anciennes qui font ça depuis des années, qui en un coup d'œil repèrent celle qui est cassée, celle qui n'est pas assez belle, celle qui est trop petite. C'est-à-dire en même temps cet œil pour le calibrage et en même temps cet œil pour la vigueur en fait. Rien qu'au bruit de la coquille quand on les tape, truc incroyable. Voilà tous ces portraits nouveaux. Et puis cette bienveillance quand même sous l'ordre de mets pas celle-là ou mets l'étiquette dans l'autre sens, mets le couvercle comme ci ou comme ça, non c'est pas celui-là, là tu t'es trompé en renouvelant le tas de couvercles en fait. Je prends pas le bon parce que je prends fine de clair mais je ne vois pas que c'est, je ne sais pas, spécial au lieu de normal. Du coup je remets pas la bonne pile de couvercle avec l'étiquette et on va me dire non c'est pas celui-là et puis du coup je suis un petit peu interdite et on me dit mais dépêche-toi, mais oui il y a le rythme et puis il y a le faire bien et même si c'est dit et que dans ce contexte précis c'est pas possible de mal le prendre, c'est-à-dire qu'en fait il y a aussi beaucoup de sourires quand on s'aperçoit que la bourriche fait le bon poids et qu'on a amené une huître en plus ou qu'on en enlève une et que parfois on est pile poil, parfois on est 2,0 kg, parfois on est 5,04 kg, parfois on est 15,03 kg du premier coup. Et là, on est content. Et puis, il y a le fait aussi d'arriver au bout de ces montagnes d'huîtres et de l'avoir fait et que tout soit mis dans les bourriches et parte. Rapidement, en quelques heures, on fait les 350 kilos pour une destination. Et puis, il y a ces bourriches particulières, un peu d'excellence pour certains écaillés très haut de gamme ou pour un nouveau client où on va vérifier à la perfection pour être à la hauteur de sa confiance, pour honorer sa commande. Et ça, c'est plaisant aussi parce que ça veut dire qu'on redouble d'attention et que si c'est pas nous-mêmes qu'allons débusquer ce qui peut ne pas tout à fait convenir, on a l'œil de l'ancienne qui est là pour nous dire peut-être pas celle-ci ou qui nous retourne une huître pour caler comme il faut le dessus et que le couvercle soit bien plat. Comme me dit à un moment la personne qui nous embauche, c'est important en fait de faciliter le cerclage, que rien ne dépasse, de la mettre l'étiquette dans le bon sens et que ça aille vite et que ce soit pratique. On favorise vraiment du bon sens et surtout de l'anticipation de plein de choses. Et pourtant, porter les bourriches de 8 kg, 15 kg, c'est crevant. Le dos prend cher et moi, j'ai heureusement mes 2 ans et demi de travaux derrière moi avec les sacs de plâtre et les sacs de ciment et aussi le parquet et la démolition et porter les pierres ou porter du sable, faire du ciment et porter des gravats à la déchetterie, etc. Et j'ai tout ça qui fait que le dos est un peu tendu à la fin de la journée, mais en fait ça va. Et j'ai la chance la première semaine de commencer un petit peu moins tôt,
c'est pas forcément 6h, enfin 6h30, j'aurai un matin à 7h, un à 8 et puis ensuite les horaires tôt. Je sais que ça pourra être encore plus tôt. Et la pause déjeuner est d'1 h 30 et on a un réfectoire tout chauffé avec un peu de café où moi je mets mon thermos de thé. Je mange des fruits secs avec des noix, des choses comme ça parce que j'en ai besoin. Je m'aperçois que je jeûne, je fais le jeûne intermittent d'habitude et là je peux pas. Donc je mange une banane et j'ai besoin de ça et je prends plus de calories, du fromage, etc. J'ai parfois du chocolat le soir. Et je m'aperçois que ça recale sur certains sens de la vie, certaines évidences. Ce travail en fait qui est plein de bon sens, plein de sagesse, plein d'utilité. On part le soir et on a donné sa pierre à l'édifice. Et en ce moment, pour boucler un peu les choses, je lis un livre de Ken Follett qui s'appelle De l'aube au crépuscule, je crois, et qui est la suite d'une série très connue de lui. Et ce livre est magnifique en ce sens. C'est une forme de résilience. C'est-à-dire qu'il y a deux axes dans ce livre. Il y a se réaliser professionnellement et se réaliser personnellement, amoureusement. Et sur les deux axes, les personnes vont faire énormément de concessions. Les héros, il y en a plusieurs. Hein. Il y a effectivement la reine Rania et puis il y a Edgar, le carriériste, qui est ébéniste au départ. Puis il y a le prêtre qui s'appelle Aldred, je crois, qui vise à développer sa paroisse, son prieuré, qui vise à avoir un peu de redevance avec un pont, etc., pour ne plus crever de faim, mais qui aussi a des tendances à aimer les hommes et va en fait décider qu'il ne le consommera jamais. Il va faire preuve d'amour sincère pour certains personnages masculins, mais il gardera juste cette attirance et avec la conscience que c'est pas sa voix du tout. Et j'ai à la fois trouvé ces personnages géniaux et j'ai trouvé des ressemblances en termes de sagesse et de choix. Parce que par exemple, on ne peut pas forcément faire toujours ce qu'on aurait voulu, on doit s'adapter, mais que finalement, quand on fait quelque chose, on le fait bien, on le fait avec droiture, on le fait posément, on communique, on essaye de communiquer comme il faut. Si on est trahi ou spolié, voire même agressé, eh bien, on reste vigilant. Et j'ai trouvé que ces deux expériences simultanées dans le livre et dans la vie me sortaient complètement de mon quotidien. Moi qui n'ai jamais fait de travaux manuels avant de rénover ma propre maison. En tout cas, j'étais capable de faire des travaux et de bricoler énormément de par mon job précédent qui est l'architecture. Mais j'avais retapé la maison de campagne, j'avais aidé à retaper ailleurs, mais c'était très ponctuel. Et là, je m'aperçois que cette expérience d'avoir aménagé le dernier lieu qui n'était pas pour les autres mais pour moi, et en même temps de m'être refaite moi-même sur une personnalité toute nouvelle, eh bien, il y avait aussi cette simplicité de faire juste ce qu'il faut comme il faut. Et qu'on n'a pas forcément besoin de faire un job incroyable comme le mien précédemment à l'international, tout en anglais, en arrivant habillée dans la marque que je représente. On me déroulait le tapis rouge, j'étais dans des hôtels incroyables, j'avais voiture de fonction, etc. Et que parfois c'est pas du tout dans le paraître comme ça, dans la superficialité, mais vraiment en conscience et de le faire bien. Voilà pour ce partage de cette expérience. Je suis très heureuse d'avoir débusqué de très très beaux messages et de très belles rencontres dans cette parenthèse de ma vie si particulière pour renflouer mes caisses et aussi contribuer à des trimestres pour ma retraite. C'était inattendu, mais je remercie la vie de cette opportunité. Et je vous dis à bientôt. Merci de partager avec moi vos propres croisements de chemin, résonances et suites d'itinéraires. Laissez-moi vos commentaires à coloriel2@gmail.com pour me faire un mot plus perso si vous le souhaitez. Sinon, de liker, de partager. Je vous dis à bientôt. Je
Je vous embrasse tous et faites briller vos magnifiques couleurs d'aura partout sur ma communauté, dans votre vie et autour de vous. Rayonnez pleinement. À bientôt!